Dust est un groupe américain créé en 1985, année de ma naissance, sachez-le, ayant tout d'abord eu le nom de Purgatory, ce qui explique pourquoi la première compilation du groupe se nomme Days of Purgatory. Jon Schaffer, le leader, est connu pour son caractère bien trempé et sa vision bien définie et sans concession de la musique Dust. Proposant un heavy metal brut ayant un riffing atypique, bien ciselé, dont seul Jon Schaffer semble parvenir à jouer, coucou Tobias Sammet, et qui confère à la musique Dust une agressivité lorgnant parfois dans le trash. Trash, nous pourrions le dire, des premiers albums, tous très bons, très droits, jusqu'au pinacle, mais aussi l'album le plus mélodique que sera Something Wicked This Way Comes, avec le grand Matt Barlow au chant, encore et toujours assis sur le trône de chanteur emblématique du groupe. C'est d'ailleurs avec une chanson et un clip de cet opus, l'excellentissime Melancholy Holy Martyr, qu'il semble impossible de trouver en bonne qualité. Sans déconner, mais regardez ça, mais même au début, lorsqu'il a montré dans les CD-ROM de Rockard et tout, c'était déjà une qualité pourrie. Enfin bon. C'est donc avec cette chanson que j'ai connu le groupe. Cet album, sorti en 1998 et qui mériterait une chronique de Metal Hunters, sera suivi par Horror Show sur lequel nous reviendrons plus tard. Et puis, patatras. Matt Barlow quitta la formation et Schaffer recruta un chanteur vraiment très différent de son beau-frère, et oui, Tim Reaper Owen, tout juste gentiment remercié par les gars de Judas Priest. Et c'est ici que nous allons donc nous arrêter un petit moment et que je vais commencer ma chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunter sur The Glorious Burden Dust, un disque sorti en 2004 chez SPV Records. Et quel étrange choix que de parler de The Glorious Burden, tout aussi étrange que la décision de Jon Schaffer à recruter Owen en tant que nouveau chanteur, avec son chant qui diffère tellement du précédent. Barlow ayant une voix puissante, chaleureuse et surtout chargée d'émotions, tout le contraire d'Owen en somme, qui est juste un screamer. Alors attention, un très bon screamer, capable de partir dans les aigus très facilement, et c'est pour ça qu'il était si bon dans Dust, mais un chant, comme je le disais, très différent. Alors je dois signaler que j'avais acheté ce disque en même temps que Something Wicked, c'était d'ailleurs au Hellfest 2007, El Famoso, et puis donc j'avais écouté les deux albums quasiment en même temps. Bien sûr, The Glorious Burden avait fini second, voire oublié. Et oui, on ne surpasse pas le meilleur album d'Dust, Something Wicked This Way Comes. Mais avec le temps et avec plusieurs écoutes, The Glorious Burden est passé de pas terrible à il y a quand même des trucs sympas ici, pour finir avec un très beau putain, mais c'est vraiment un album cool. Et du coup, j'ai choisi de parler de cet Dust ici, un peu pour m'excuser auprès de cet album que j'ai longtemps dénigré. Parce que finalement, cet album d'Dust est sacrément efficace, sacrément heavy, sacrément couillu, je pourrais dire. Débutant avec le mid-tempo Declaration Day, donc calmement mais sûrement, une chanson néanmoins puissante qui atteindra son point culminant avec un hurlement parfaitement owenien. Une chanson donc idéale pour démarrer un album, voire un concert, est tellement efficace dans sa mission, et bien que je me demande quel titre je préférerais voir ouvrir le futur concert d'Dust auquel j'assisterai, même s'il n'y a rien de prévu pour le moment. Est-ce que je préférerais avoir un Burning Time, lui aussi idéal pour faire monter la sauce, ou un Declaration Days, simple mais comme je le disais, très efficace et très irrésistible. Efficace d'ailleurs comme tous les autres titres, même si lors des premières écoutes on peut être frappé par, on dirait, une certaine légèreté dans les compos et dans la production qui manque de puissance et de chaleur, mais qui a justement un côté froid qui tape là où il faut.
On sent qu'Iceders est en forme, ou plutôt que Jon Schaffer est en forme. On pourrait se dire que tout ce renouvellement qu'il y a eu au sein de son groupe, eh bien ça y a fait du bien à tonton Schaffer. Parce qu'il est très en forme et bien accompagné, l'enculé. Parce qu'avec Timmy Ripper-Owen au chant, qui est quand même une sacrée pointure, il y a le classique James McDonald à la base, et aussi à la batterie Richard Christie. Et là, je vais vous laisser Mom vous expliquer dans quel groupe Richard Christie jouait. L'enchaînement se fera avec douceur et tragédie puisque When the Eagle Cries est une ballade assez émouvante. Et avec le troisième titre, la machine va vraiment démarrer, The Reckoning Don't Thread of Me, avec ce riffing typique de Jon Schaffer, vous savez le riffing en dents de scie, cet évitrage très attaquant qu'on aime beaucoup et avec un excellent refrain assez agressif qui rend parfaitement hommage au chant de Tim Ripper-Owen. Et d'ailleurs, si jamais un jour quelqu'un me demande, Achille, d'après toi, quelle est la chanson qui serait la plus représentative du style d'Iceders, du style de Jon Schaffer, il ne sera pas impossible que je réponde The Reckoning. Et oui, ou bien Red Baron, parce que là aussi, on a vraiment la patte de Jon Schaffer sur ce titre, avec ce riffing très ciselé, très agressif. Et après, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Waterloo, qui commence avec une très belle mélodie, que ne renierait pas le Iron Maiden des années 2000. Hollow Man aussi, une balade assez sympa, que je mets personnellement dans la veine de certaines chansons, comme Watching Over Me. Et puis nous avons aussi la trilogie de Gettysburg. Mais là, pour parler de cette chanson, il va falloir se pencher un petit peu sur les textes. But we are focused, we seek redemption. We are free, we'll stay free. All they've done is make us stronger. The sleeping giant is asleep no longer. If need be, we'll die free. When the eagle cries. Jon Schaffer est un passionné d'histoire. Je crois qu'il avait, j'en suis sûr, il avait un musée à un moment donné qui s'appelait 1776 quelque chose, dans lequel il collectionnait des reliques liées à l'histoire des États-Unis. Donc voilà, gros passionné. Et avec The Glorious Burden, cela sera la seule et unique fois pour le moment qu'il mettra cette passion au service d'Iceders. Alors on pourrait y voir un fil rouge sur l'histoire des États-Unis, en partie déjà avec cette magnifique pochette qui dépeint une bataille sans merci qui a dû se dérouler vu les couleurs durant la guerre de sécession. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que le livret est très beau aussi. Sur chaque page il y a une illustration par rapport aux paroles, pas aussi jolie que ça quand même, mais assez bien fichue. L'édition limitée également était sympa, elle était en 2 CD, et je crois que le second CD contenait juste la trilogie de Gettysburg qui a eu pas mal de... Elle a été bien pouponnée comme il faut, puisqu'il y a eu un DVD assez joli qui était sorti, que je n'ai pas d'ailleurs. Je crois qu'il y avait des commentaires audio de Jon Schaffer sur cette partie de l'histoire des États-Unis. Et d'ailleurs, je fais un peu du freestyle, mais dans le livret, il me semble, et là aussi j'en suis sûr, qu'il y a une double page où Jon Schaffer a écrit un texte pour expliquer un petit peu cette fameuse bataille de Gettysburg, histoire que les gens puissent savoir à peu près ce qui se passait, le contexte, etc. Donc voilà, Jon Schaffer, gros passionné. Voilà, comme je le disais, peut-être un fil rouge sur l'histoire des États-Unis. Decoration Days, le titre parle de lui-même. When the Eagle Cries, c'est une ballade, comme je le disais, assez émouvante sur l'effondrement du World Trade Center. Et comme je le sous-entendais, l'émotion ici est palpable et touchante. On ressent de la tristesse, mais aussi une volonté de ne pas fléchir et une volonté de se battre. Non pas se battre pour se venger, mais plutôt se battre pour se défendre, pour ne plus se laisser faire. Et... je dois avouer que si vous avez vécu ces événements en live comme moi, à travers la télé, mais quand même c'est assez choquant, quand on écoute cette balade qui est, j'insiste encore une fois dessus, elle est très simple mais très sincère et très touchante, on ne peut pas rester de marbre, on ressent forcément quelque chose. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu ce que nous avions fait après le Bataclan, la chanson qui était sortie. C'était à peu près le même style, il y avait le même feeling, je trouve. Sauf que nous on n'a rien fait après. The Reckoning Don't Thread of Me peut être interprété de différentes manières. En gros, ça parle des injustices du monde avec ce côté, ne casse pas les couilles. Le Don't Thread on Me, forcément, cette devise, on pense directement à la guerre d'indépendance des États-Unis, puisqu'on pouvait retrouver ces mots sur le Gadsden Flag, le drapeau jaune avec le serpent à son aide, que je mettrai sûrement ici. Donc voilà, littéralement, ne me marchez pas dessus, laissez-moi tranquille, donc...
Hop, 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 là, les roast beef, allez coloniser la moitié du monde, mais laissez-nous tranquilles. Et John Schaffer disait en interview que cette chanson, non pas directement, mais lui, il avait plutôt composé en pensant, hein, il y a une mouette là, en pensant à Wyatt Earp, un cow-boy qui désirait venger la mort de son frère. Voilà, parce qu'il y avait une guerre entre les cow-boys, ils étaient là avec les banjos. Mais ce n'est pas que sur l'histoire des États-Unis. Waterloo, le baroud d'honneur de Napoléon, Attila, René Grousset, l'Empire des Steppes. Si vous voulez tout savoir sur l'Empire mongol, là, il y a un gros pavé pour vous. Ça va vous occuper pendant tout l'été. Red Baron est une chanson sur le célèbre Manfred von Richthofen, le légendaire baron rouge qui aurait abattu à lui tout seul 80 avions ennemis, l'as des as. Et d'ailleurs, je crois que le second est français, René Foch, 75 avions abattus. Et bagarre, hein, la France, avant. Tiens, une jolie histoire que j'ai appris récemment. Lorsque le baron rouge a été abattu, c'était sur le sol anglais, et après ça, un aviateur anglais a survolé la base du baron rouge et il a parachuté une petite boîte qui contenait un mot, et ce mot, je l'ai ici, on me l'a gentiment prêté. Sur ce mot, il y avait écrit: aux aviateurs allemands, le capitaine Manfred von Richthofen a été abattu en combat aérien le 20 avril 1918. Il a été enterré avec tous les honneurs militaires de la part de la Royal Air Force. La classe quand même. Mais revenons aux États-Unis et parlons des 3 derniers titres qu'on appelle généralement la trilogie de Gettysburg, traitant donc de cette bataille qui a eu lieu du 1er au 3 juillet 1863. Et c'est exact, je ne me suis pas trompé dans la date, et qui a marqué un tournant décisif dans la guerre de sécession, puisque après ce conflit, l'armée sudiste, menée par le général Lee, ne put plus porter d'offensive vers le nord, ils furent toujours contraints à reculer, et en gros, la guerre était perdue pour eux. Donc Gettysburg était un petit village de 1200 habitants, sauf que là, pendant ces 3 jours, c'était 180 000 personnes qui s'y sont retrouvées pour se battre. Alors, autant vous dire que la boucherie. Donc trilogie, 3 jours, une chanson par jour, décrivant la bataille, mais sans donner simplement une description du déroulement du conflit. On aura quelques très beaux passages écrits, comme par exemple, on nous parle à un moment donné de l'éclat du soleil sur les baïonnettes, on voit l'état d'esprit des combattants, des généraux, et en général, le point de vue est plutôt sudiste. Parce qu'autant la première partie, The Devil to Pay, semble très générale, mais les 2 autres chansons, All at All Cost et aussi High Water Mark, c'est clairement d'un point de vue sudiste. Et d'ailleurs, sur cette dernière, on aura même un dialogue entre le général Lee et un de ses commandants, James Longstreet. Trilogie se terminant sur les lamentations du général Lee, réalisant le poids et les conséquences de cette lourde défaite pour lui, pour son armée, pour sa cause. Et oui, tout ce sang versé pour rien, demandant alors pardon à Dieu, et la trilogie se terminant ainsi au son de tragiques violons. C'est donc ainsi que se termine The Glorious Burden, par ce titre épique. Épique, bien par la composition, mais aussi par l'ajout de l'orchestre philharmonique de Prague. Et un orchestre, ma foi, bien utilisé. On n'a quand même pas ce côté fusionnel qu'on pouvait retrouver dans Therion ou dans Communion de Septic Flesh, mais on n'a non plus pas le côté putassier d'un Nightwish. Vous savez, l'orchestre qui est là pour en mettre plein les yeux pendant un petit moment, on imite Tim Burton, on est content. Non, là, l'orchestre sait intervenir quand il faut et tout le reste du temps, il reste en arrière. Comme si John Schaffer s'était dit « Ok, je vais mettre un orchestre philharmonique, mais il ne faut pas que j'oublie que je fais là du Ice Earth. » Et dans Ice Earth, dans ce type de heavy et de thrash, l'orchestre philharmonique, il reste un peu en retrait. Et donc, ma foi, l'utilisation est nickel.
Et je tiens à parler encore de cette trilogie en mentionnant All at All Cost, dans laquelle, eh bien, tenez-vous bien, Tim Ripper Owen est capable de nous émouvoir. Et oui. Ah ouais, qui aurait cru que ce screamer, malgré tous ses efforts, parce qu'il a essayé, et surtout après avoir remplacé au pied levé un Matt Barlow qui lui est maître dans l'art de faire passer des émotions, qui aurait cru que Tim Ripper Owen puisse nous délivrer ici une telle prestation, aussi forte, aussi émouvante. Pour sûr, la musique et les textes aident beaucoup, donc les textes, un soldat sudiste déplorant de devoir se battre contre son frère, contre son ami portant du bleu, malgré la promesse qu'ils avaient faite de ne jamais lever les armes l'un sur l'autre. Avec en prime un refrain magnifique qu'on pourrait attribuer à toute l'armée sudiste, un refrain gorgé de patriotisme, d'amour pour son pays, pour sa cause, de foi et de courage de tous ces soldats, mais aussi de leur détermination, bien conscients de ce qui va se jouer dans quelques heures, le lendemain, la bataille finale. Les multiples répétitions dans le refrain, avec ces chœurs qui finissent par s'emmêler, depuis lesquels sortent un Owen flamboyant, appuient cet amour et cette détermination. Le tout pour un rendu absolument magnifique, avec donc une prestation de Tim Ripper Owen grandiose et éclatante, qui me fait penser que le père Schaffer, il a peut-être eu raison de l'embaucher à Tim Ripper Owen. Allez, un petit morceau de chanson. The Glorious Burden est un album que j'adore et qui revient de loin. C'est un disque qui est plus heavy que d'habitude, plus brut, je dirais, moins chaleureux, mais comme vous l'avez vu, très bon. Et je dirais que peut-être le seul point négatif de cette période de The Glorious Burden, eh bien, ce sont les interviews que Jon Schaffer donnait, les promos. Non pas qu'il descendait son nouvel album, mais il passait énormément de temps à pourrir Matt Barlow et le précédent album Horror Show. Et c'est dommage parce qu'au final, des interviews en ressortaient plus un ressentiment par rapport au passé qu'un enthousiasme par rapport à The Glorious Burden qui allait sortir dans quelques mois. Entre autres, Jon Schaffer déclarait que The Glorious Burden serait un futur classique d'Iceders, alors que Horror Show resterait juste un album moyen du groupe avec Matt Barlow à la ramasse. Et je ne suis absolument pas d'accord, Horror Show est un très bon album aussi. Aussi, Jon Schaffer disait que Matt Barlow avait commencé à enregistrer certaines parties pour The Glorious Burden et qu'apparemment, eh bien, c'était merdique. Alors bon, je pense qu'il embellit un peu parce que des chansons comme Hollow Man, je le disais, ça se rapproche de Watching Over Me, je suis persuadé que Matt Barlow aurait été parfait là-dedans. Et pour avoir vu Iceders en concert avec Matt Barlow qui reprenait Declaration Days, je peux dire que le gars, il envoyait du lourd. D'ailleurs, j'avais l'impression d'avoir Ripper Owen en face de moi qui chantait, mais non, c'était Matt Barlow qui décidément est assez caméléon, et tant mieux. Et d'ailleurs, parlant de Hollow Man, c'est une chanson qui aurait dû finir sur Horror Show, mais finalement, Jon Schaffer avait décidé de ne pas l'inclure parce que, je cite, je l'ai là, le titre était trop bon pour Horror Show et je ne voulais pas en faire un cadeau à Century Media. Ah oui, parce qu'en plus, Jon Schaffer avait des soucis avec Century Media, son précédent label, sachant que c'était pas la première fois. Il me semble que pour les 3 premiers albums d'Iceders, il n'avait reçu aucune royalties et il avait été obligé de faire grève. Donc voilà, donc en plus, le label. Ah oui, aussi pour Horror Show, il y a eu la trahison de Steve DiGiorgio. Bon, on vous expliquera où c'est qu'il a joué. Steve DiGiorgio qui apparaît sur l'album en tant que bassiste donc, et qui devait normalement faire la tournée pour ce disque, et finalement il avait décidé de ne pas la faire, de ne pas y aller. Donc trahison sur trahison sur trahison avec Matt Barlow qui finalement, choqué par les événements du 11 septembre, décide de quitter le groupe pour devenir policier tout simplement. Connaissant le père Schaffer qui a la mournifle facile,
C'est plus qu'il n'en faut pour l'énerver. D'ailleurs, ce qu'il a fait, il était parti dans une forêt faire du moonshine. Il m'en avait envoyé une bouteille, voilà, bon, il en reste un petit peu. Voilà, donc il s'est saoulé la gueule au moonshine pour se calmer. Et ça a pas, il est toujours aussi énervé, ça n'a pas marché. Bon, alors c'est sûr que quand on connaît le personnage et sa très grande facilité à devenir fou, hein, et qu'on a là un journaliste français d'un magazine métal dont je tairai le nom, qui décide de commencer son interview, c'est dans les 4-5 premières questions, qui décide de poser comme question directe n'as-tu jamais craint que cette passion, ce patriotisme affiché ne soit pris par certains pour du nationalisme ? Faut pas s'étonner que John Schaffer s'énerve direct et mette de la mauvaise volonté pour répondre aux questions suivantes. Hein. Parce que bon, c'est vrai que en France, quand on dit qu'on aime le pays, son histoire, de suite, c'est le nationalisme, le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme. Le mouchard. Vous vous souvenez de la chronique de Sons of Liberty que j'avais faite avec Seth il y a de ça des années, c'est une des premières chroniques de la chaîne. Eh bien, j'aime bien mettre cet album de Sons of Liberty aux côtés de The Glorious Burden. Pourquoi ça ? Eh bien, c'est vrai que The Glorious Burden, finalement, eh bien, affiche un certain patriotisme, un amour de son pays, de l'histoire de son pays, et résulte, eh bien, on va dire, en quelque sorte, et en partie, d'un choc par rapport au 11 septembre. Schaffer était à 100% derrière son pays, mais en 2010, l'année de la sortie de Sons of Liberty, on va dire que les choses ont bien changé, hein, parce que John Schaffer, il était bien remonté contre son pays, ou plutôt contre ses dirigeants. Il avait compris que certaines forces œuvraient dans l'ombre. Al-Qaïda, par exemple, était très lié avec son pays, pour ne pas dire que c'était un produit des États-Unis, Al-Qaïda. Hein. Et puis, de toutes ces études, de toutes ces recherches, dont vous pouvez voir la liste sur le site de Sons of Liberty, vous avez une liste, par exemple, des livres qu'il a pu lire, je crois aussi des documentaires, et bien, de tout cela était sorti Brushfires on the Mind, cet album de Sons of Liberty, très acerbe et très critique envers les États-Unis, et aussi très rentre-dedans, hein, parce que je veux dire, vous ouvrez le livret, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une photo d'Obama dans un champ d'opioïdes, avec un petit pins sur lui représentant le drapeau d'Israël et aussi le symbole des Illuminati. Je veux dire, ça va quoi, niveau rentre-dedans, on est au top là. Hein. Et d'ailleurs, je n'ose imaginer la tronche du journaliste dont je parlais auparavant, s'il avait vu la photo d'Obama, à mon avis, il n'a pas dû la voir, parce qu'on trouvait la pub pour Sons of Liberty dans le magazine dont je parlais. Et je pense que si les mecs ils avaient un peu écouté l'album et ils avaient un peu regardé le livret, ils auraient pas accepté de mettre la pub. Enfin bon, voilà. 2 disques très intéressants de mettre à côté, le blanc et le noir, l'amour et la déception, la dévotion la plus aveugle et le désir de vengeance. Et c'est sur ce que se termine cette émission de Metal Hunters. Il faut donner sa chance à The Glorious Burden, c'est ça qu'il faut retenir, si on doit retenir une seule chose. On se voit pour une prochaine vidéo. D'ici là, stay metal! Alors, Owen a fait 2 disques. Hourra, c'est cool, on est content, surtout que Noël arrive, et là, machallah, on va se régaler, on va prendre du gras. Et puis John Schaffer appelle, oui, alors t'es viré, allez, ciao, bye, Simer. Ah ben oui, il a les boules, Tim Ripper Owen, d'être viré pour Noël, se retrouver sans boulot pendant Noël. Vous mettez tous les deux en mini-jupe. Ouh.
et puis on va te trouver du travail. Tu auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Mais enfin, ça va pas. Et qui gagne sa vie en faisant des pipes et en se faisant faire des Arrêtez. Et puis Tim Ripper One, il avait les boules, hein. Apparemment il aurait traité John Schaffer de Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. avec en plus Schaffer qui déclarait en interview « Non mais c'est quoi ces conneries on vire pas les gens sous prétexte que c'est Noël, et alors qu'est-ce qu'il y a ?» Et pourquoi donc Tim Ripper Owen avait-il été viré? Eh bien parce que Matt Barlow était revenu en 2007 pour chanter dans Pyramas. J'en ai parlé sur ma chaîne, je vous invite à aller voir la chronique parce que c'est vraiment un bon album avec donc Matt Barlow derrière le micro, Nora je demandais étalage. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour un Crucible of Men, l'album le plus pourri d'Izer, si toutefois on doit nommer un, et de voir Matt Barlow se barrer après 7 albums. Pétard mouillé, et oui, pétard mouillé, merci, au revoir, bienvenue à Stoodblog, un mec qui, sérieux, comme même d'habitude, sans avoir le charisme de Barlow, est capable de moduler sa voix comme le roux policier, et aura quand même fait un meilleur boulot sur les 2 albums suivants. Le dernier, Parce que on sous y prétexte que les pucerons sont les femmes comme Et voilà, c'est posté, la vidéo est finie, comme ça les occupe, hein, et moi je peux tranquillement aller voir la New Japan Cup avec un Bullet Club. Sauf que y a personne du Bullet Club, et ça c'est chiant par contre. Ce coronavirus nous aura cassé les couilles jusqu'au bout, putain. Bon allez, Ishimori là, Ishimori.